Bonjour à tous, et déjà je suis très heureuse d'être ici pour vous présenter ce qu'on met en place avec un collègue qui s'appelle Benjamin Garel depuis environ 1 an à la PHP. Donc on travaille au siège de la PHP avec comme objectif de déployer du lean management dans un certain nombre d'hôpitaux et dans des services qui sont avant tout volontaires. Alors avant de vous présenter un petit peu ce qu'on fait, je voudrais déjà vous montrer ce que ça a donné et vous simplement écouter 2 infirmières qui nous parlent de leur expérience de lean management qu'on a mis dans leur service de cardio, en coronarographie plus particulièrement, où elles ont démarré il y a environ 1 an. La démarche du lean management, au départ j'avais un peu peur de ce que ça pouvait être parce que c'était complètement inconnu. Et en fait, on a vraiment amélioré, pour moi, la fluidité de la prise en charge des patients en salle de coronarographie. Je trouve que cette démarche est très intéressante et pratique parce que depuis qu'on a mis en place ce système, il y a au niveau des patients une fluidité. Meilleure communication avec l'hôpital de jour. On a désamorcé plein de conflits qu'il y en avait avec nos collègues. Les secrétaires se sentent plus investis parce qu'en fait, comme on fait des points tous les jours avec les différents intervenants, en fait, ça crée des liens entre nous, parce qu'on se force. Au départ, on pensait que ce n'était pas possible, mais on arrive à se voir parce que les points ne durent pas longtemps, une fois par jour. Là, on observe une fluidité, tout s'organise très bien, il n'y a pas de plainte au niveau des patients, ils passent en moins de 3 heures. On se met des objectifs. Et tous les matins, on a le challenge d'arriver à l'objectif. Et du coup, ça nous booste pas mal. Ce qui est mieux aussi, c'est que je trouve qu'il y a beaucoup moins d'agressivité dans la salle d'attente de la part des patients. On n'a aucune plainte de patients. J'ai pas forcément l'impression de travailler plus vite, j'ai l'impression de mieux travailler. Ça nous permet de voir nos scores et de nous dire ce qui a été, ce qui n'a pas été. Et en général, ça marche très bien. Pour l'instant, c'est que du positif. Un petit peu de pub pour commencer. Alors comment on en est venu là? Pourquoi faire du lean à l'AP? Il y a pas mal de DG de l'AP qui avaient entendu parler du lean et qui étaient assez tentés. Ils se disaient pourquoi pas. On a notamment la directrice générale du groupe hospitalier Saint-Louis-Lariboisière qui était hyper poussée par son président de CME, qui était à fond pour faire du lean. Donc Benjamin s'est lancé justement en coronarographie, le service dont je viens de vous montrer le témoignage, et ça a super bien marché. Et notre chef lui a dit super, vas-y, mets-en partout. Et là, Benjamin lui a dit ok, mais on est combien à la paix? 38 hôpitaux, 100 000 personnes. Bon, comment on fait? Et là, mon chef lui a dit t'inquiète pas, tu vas avoir de l'aide. Et c'est là que je suis arrivée. Voilà. Alors la question qu'on s'est posée à ce moment-là avec Benjamin, c'est est-ce que c'est un problème ou est-ce que c'est une opportunité? Est-ce que être 2, au final, c'est-à-dire une personne pour 50 000 agents à l'AP, est-ce que c'est pas une opportunité justement pour bien faire du lean à l'AP? Et pour moi, ce qui permet de répondre à cette question, c'est vraiment une différence fondamentale qu'on a entre le taylorisme et le lean. Vous voyez, on est au début du XXe siècle, Ford produit des milliers de voitures, Taylor vient de voir, vous savez ce qu'il lui propose? Je sais pas, il y en a qui ça parle? Le taylorisme. J'entends pas. Bon, il leur propose plusieurs choses. Enfin, il leur propose notamment l'organisation scientifique du travail. En gros, l'idée, c'est on va payer quelques experts. Là, je les mets en haut de la pyramide hiérarchique de l'entreprise, qui, en réfléchissant sur les procédures, vont les optimiser et vont permettre de gagner pas mal d'argent en optimisant le process de fabrication. Et l'idée, c'est que même si ces experts ils coûtent super cher, c'est pas grave, parce qu'on va tellement gagner sur la chaîne de production qu'au final, on reste gagnant. L'idée, ici, c'est qu'en gros, la performance de l'entreprise repose sur les procédures. Ça a marché ou pas? Ouais, ça a plutôt marché. Ça pour 2 raisons. Au début du XXe siècle, on se fichait de la qualité. Ford faisait même une pub en disant « Vous pouvez complètement démonter votre auto avec une clé de 12 ».
En gros, tout le monde peut s'improviser garagiste et réparer sa voiture dans son garage. Donc ça, c'est pas grave. Deuxième point, on est en plein exode rural. Les gens, ils venaient bosser à l'usine, ils y restaient quoi, 6 mois, 1 an. Vous n'avez pas le temps de former les gens. Ils sont pas là pour être motivés au travail, pour avoir du sens. Ils sont juste là pour bosser et gagner de l'argent. Donc Taylor avait pas tort. Il investissait sur les procédures, il optimisait complètement. Et en gros, si on résume, quel dommage que les gens ne soient pas des robots. Ça marcherait tellement mieux si tout le monde respectait les procédures. Ça marche, franchement, dans nos métiers à nous, est-ce que ça fonctionne? Non, je crois pas. Qu'est-ce qu'il faut pour les gens? Qu'est-ce que... La reconnaissance, ouais. Du sens, ouais. Comment? Ouais, de la bienveillance. On essaie de les motiver. Et comment on fait pour que chaque jour, ils fassent de mieux en mieux? On leur impose des procédures, on fait quoi? Ouais, on leur fait envie. On les entraîne? On les forme? Ouais? Ça vous parle? Ici, qui motive et entraîne ses équipes? Qui se contente de donner la procédure et espère que les agents vont la respecter derrière? C'est pas évident, hein. Ce que je vous propose, c'est qu'on voit ensemble comment Toyota a fait, ce qu'ils proposent pour mettre ça en place au quotidien, comment on motive les équipes, comment on les entraîne, comment on les forme pour qu'ils soient les meilleurs possibles dans ce qu'ils font au quotidien. La première chose quand on met en place du Lean, c'est qu'on ne s'occupe pas des coûts, ce n'est pas notre priorité principale, on se concentre avant tout sur la qualité, c'est notre objectif. Et cette amélioration de la qualité, on va aller la chercher par une culture permanente d'amélioration de la qualité. Pour ça, on renverse complètement la pyramide et notre objectif, c'est que ce soit les gens de terrain, les soignants, qui chaque jour résolvent les problèmes qu'ils rencontrent sur le terrain. Et le reste de la pyramide hiérarchique, elle est là pour les aider, pour leur apporter le support nécessaire pour résoudre leurs problèmes. Donc ici, ce qu'on conclut, c'est que la performance, elle ne repose pas sur les procédures, elle repose sur la dynamique d'équipe. Et donc l'idée qu'on a derrière, c'est investissons sur les équipes, formons-les, motivons-les, et elles seront capables de donner le meilleur d'eux-mêmes. Et c'est là qu'on arrivera à aller chercher la qualité. Alors là, il nous restait juste une petite question, c'est que l'AP, là c'est nous. On est 2 pour retourner une énorme pyramide. Donc comment on fait? Comment on fait concrètement sur le terrain? Ce qu'on s'est dit, c'est qu'on allait lancer une école du Lean à l'AP. Ma première idée, je pense que Boris en a bien parlé tout à l'heure, il faut que le DG soit partant. Il faut que le DG soit motivé et porte les choses. S'il n'y a pas une dynamique qui vient du DG, vous aurez beaucoup de mal à ce que ça prenne. Donc nous, ce qu'on s'est dit, c'est que quand même un DG, ça a quand même un emploi du temps qui est très très pris. Donc ce qu'on lui propose, c'est d'être coaché par un sensei. Un sensei, c'est un expert du Lean qui a pas mal bossé dans d'autres entreprises et qui peut lui apporter pas mal de choses. Notamment, il va l'emmener sur le terrain et il va lui apprendre à regarder les choses différemment sur le terrain pour voir où sont les problèmes, éviter de prendre des décisions qui pourraient contrecarrer ce qu'on met en place avec le Lean. Et enfin, avant tout, remotiver les équipes, parce que quand le DG vient sur le terrain et s'intéresse au travail des gens, en général, ça redonne du souffle et ça redonne énormément de motivation aux soignants. Pour tout le reste, on proposait de mettre en place une formation, et c'est ce que je vous présentais un petit peu plus avant dans le reste de la présentation. Alors évidemment, l'AP, c'est aussi donc 38 hôpitaux, 600 services. On ne peut pas tout faire d'un coup, c'est évident. Donc notre idée, c'est qu'on commence par quelques services pilotes. Par contre, on commence certes sur un périmètre très réduit, mais on le fait sur l'ensemble de la chaîne hiérarchique. Ce que je mets ici, on fait du 1 inch large, 1 pouce de large. Par contre, on le fait sur 1 mile de profondeur, sur toute la chaîne hiérarchique. Et là, ce qui est assez sympa et ce qui se produit et qu'on commence déjà à observer, on avait commencé à la Riboisière, comme je vous disais, avec la coronarographie et avec la stérilisation. Il y a des équipes, ils voient que ça marche, ils voient que ça plaît. Donc il y a les urgences qui nous ont demandé de venir, la pharmacie aussi. Donc peu à peu, il y a d'autres services qui se motivent et qui veulent se lancer. Et dernier point, vous avez aussi un phénomène d'expansion. Je vous l'ai dit, on a commencé par la coro en cardio, mais là c'est l'éco-cœur qui est venu nous chercher pour nous dire, nous aussi, ce qu'ils font nos petits collègues en coro, ça nous plaît bien. Est-ce qu'on peut le faire en échographie cardiaque? Donc voilà, c'est là-dessus qu'on mise. Alors là, c'est pas mal de théorie. Là, vous vous demandez peut-être toujours comment on fait concrètement sur le terrain. La première question que j'ai envie de vous poser, c'est que quand on fait du Lean, enfin en tout cas, ce qui nous paraît vraiment important, c'est que le Lean, c'est avant tout une pratique, c'est un art. On ne peut pas l'apprendre à l'école.
ne pouvez pas uniquement lire un bouquin de Lean et demain, ça y est, vous vous lancez et tout d'un coup, ça va marcher. Tout simplement parce que quand vous faites du Lean, vous utilisez des outils simples, des stand-up, une technique des 5 pourquoi. Je peux même vous mettre des noms japonais qui font intelligent, Jidoka, Aijunka. Enfin, ça, c'est juste des mots japonais qui représentent des outils au final relativement simples. Mais passer à ce qu'a réussi à faire TEDACAR, qui est un hôpital aux États-Unis, où ils ont obtenu des résultats assez impressionnants, où ils ont divisé par 2 les événements indésirables en 1 an, etc., ça, c'est compliqué. Si je prends une analogie, c'est comme si moi, je voulais me mettre à la sculpture. J'ai des outils assez simples, un marteau, des burins. Par contre, avant que je sois capable de sculpter la victoire de Samothrace, il va me falloir un certain nombre de milliers d'heures de pratique. Alors, si on garde cette idée que le Lean, on ne peut pas uniquement l'apprendre comme ça dans une classe de cours, comment on s'y est pris? On s'est dit, bon, il faut quand même un peu de théorie. Sinon, on ne s'en sort pas. Il faut quand même quelques bases. Ensuite, on rajoute un peu de jeu, un peu de mise en situation qui permettent d'animer un peu nos cours théoriques et de faire prendre conscience des enjeux tout de suite. Ensuite, des exercices. Les gens avec qui on travaille, ils repartent avec des devoirs à la maison, des choses qu'ils doivent mettre en place dans leur service. Quand ils le mettent en place dans leur service, on va les voir, on les coach. Et on rajoute un peu de gamba, c'est ce qu'expliquait Boris, on va sur le terrain, on emmène les directeurs sur le terrain pour voir comment ça fonctionne. Ça, on a démarré notamment à l'hôpital Robert Debré, qui est un hôpital pédiatrique au nord-est de Paris. On a fait une première session, on leur a parlé un peu de théorie, on leur a fait un petit jeu de la balle qui permet d'introduire le stand-up. Et à la fin de la session, la vingtaine de participants, ils ont tous signé un contrat s'engageant à mettre en place un stand-up dans leur service avant le prochain cours. Entre les 2 cours, on est allé les voir, on allait voir comment ça fonctionnait, on les a coachés. On a fait un deuxième cours, toujours un peu de théorie. Un petit jeu rigolo autour du pliage de t-shirt pour mettre en place comment on travaille une procédure, comment on met en place un standard. Pareil, intercession, coaching. Et le dernier cours qu'on leur a fait, on a parlé théorie, on a mis en place un petit exercice avec des Legos pour tester le 5S et comment on travaille l'ergonomie sur un poste de travail. Quand on met tout ça en place, je pense qu'il y a quelques points clés à avoir en tête quand on démarre le Lean et qui me semblent vraiment importants de partager ici avec vous. La première chose, c'est qu'il faut se sentir mal à l'aise. C'est hyper important. Le Lean, ce n'est pas une recette. Je ne vous dis pas, vous mettez un stand-up, ensuite vous faites un 5S dans votre service et puis vous mettez 3 dojos et vous allez voir, vous n'aurez plus aucun problème. Non. Il vous faut toujours des bonnes idées. Le Lean vous fournira des outils pour les mettre en place, pour les travailler, mais à vous de vous remettre en question en permanence. Vous parliez d'humilité tout à l'heure, c'est vraiment important pour toujours se réinterroger sur ce qu'on fait. C'est pour ça que vous verrez, dans tout ce qu'on fait, on n'a pas de tableau standardisé. On leur demande de travailler sur un certain nombre de points, mais on n'impose pas de format ou quoi que ce soit, c'est à eux de se l'approprier pour qu'il leur ressemble. La deuxième chose, c'est de libérer le potentiel des gens. On veut développer les gens pour qu'ils soient capables de donner le meilleur d'eux-mêmes. Pour ça, pour nous, ce qui est hyper important, c'est de partager une vision, avoir une vision patient. Ce qu'on cherche avant tout tous, c'est la qualité du soin pour nos patients. On a une chance énorme dans le milieu hospitalier, c'est qu'on sait tous pourquoi on vient travailler le matin. C'est pas évident pour tous les métiers. Et ça, déjà, je pense que c'est un énorme facteur de motivation et on a tous intérêt à capitaliser là-dessus. Deuxième point, il faut que la démarche soit comprise par tous. Du PUPH, chef de service, jusqu'à l'aide-soignante, jusqu'à l'agent hospitalier. Donc pour ça, il faut que tout soit compréhensible au premier coup d'œil. Pas de trucs trop compliqués ou quoi que ce soit. Et dernier point, il faut respecter les gens. Jamais on ne rentre dans quelque chose qui pourrait être stressant, voire harcelant pour les gens. Le tayloriste pourrait avoir tendance à faire ça. Si je prends une image, quand on regarde c'est comme si on regardait un match de foot. Ce qui m'intéresse à la fin, c'est le score. Quelle équipe a gagné, de combien de buts à combien. Ça ne m'intéresse pas de savoir que le joueur numéro 10, il a couru plus que le joueur numéro 9 ou que tel joueur a fait plus de passes que l'autre. Ça, on s'en fiche. Ce qui est important, c'est avant tout l'objectif, cette vision patient. Et ce n'est pas que chacun respecte la procédure. Alors pour entrer un peu plus concrètement dans ce qu'on a proposé au service de mettre en place, c'est ce que vous proposez aussi, hein, c'est les réunions 5 minutes, on appelle ça un stand-up. Alors ce que je vous disais, nous on n'a pas de tableau standardisé, on veut que les équipes se l'approprient, mais pour autant on leur demande qu'il y ait 3 temps dans ce stand-up. Un premier point, c'est d'avoir un indicateur. Cet indicateur, il est centré patient, je vais vraiment insister là-dessus. Il a pour objectif, encore une fois, de donner du sens. On se donne une vision, on sait vers quoi on veut aller.
et on regarde tous les jours, est-ce qu'on se rapproche de cet objectif ou pas. La deuxième étape, c'est d'avoir une discussion guidée. Nous, on ne part pas forcément sur tous les irritants qu'il y a eu la veille, on se concentre sur quel est notre objectif patient et quels sont les obstacles qu'on a rencontrés pendant les dernières 24 heures qui nous ont retardés pour atteindre cet objectif centré sur notre patient, et donc quelles sont les actions qu'on peut mettre en place pour ne plus rencontrer ces obstacles et progresser encore demain. Ça, c'est le deuxième point. Il y a un troisième point qui, pour nous, est le plus important. C'est qu'avant tout, un stand-up quotidien, c'est aussi le moyen de faire un rappel de consignes. Pour nous, le stand-up doit vraiment faire partie de la formation quotidienne de l'ensemble des agents. Pour un cadre, le stand-up, c'est une formidable opportunité de rappeler des consignes 200 fois par an. On imagine une cadre avec des infirmières. Hier, j'ai vu que ça n'a pas forcément été fait, donc je vous rappelle, quand on pose un cathé, on désinfecte et surtout, on attend que le produit sèche. Parce que c'est là qu'on est sûr qu'on n'aura pas de problème. Voilà. Et ça, vous pouvez le répéter tous les jours sur plein de consignes et vous avez une formidable opportunité de toucher toute votre équipe en 5 ou 10 minutes. Alors, je vais vous montrer quelques exemples. Ça, c'est le premier tableau qu'on a mis en place. C'est moche, hein. Il est ça, non? Ouais. Mais l'équipe, elle s'est complètement appropriée. L'avantage d'avoir un tableau comme ça, c'est que vous l'effacez, vous recommencez, vous bougez, ça ne vous plaît pas, vous l'adaptez. Mais toujours, vous retrouvez les 3 temps. À gauche, on a notre indicateur. En haut à droite, les problèmes, qu'est-ce qu'on propose de mettre en place pour les résoudre. Et en bas, des consignes. Qu'est-ce qu'on se rappelle, à quoi on fait attention demain et les jours à venir. Bon, une fois qu'on s'est mis un peu d'accord sur le format du tableau, on essaie de le rendre un petit peu plus propre, ça ressemble à ça maintenant. Un autre tableau qu'on a mis en place en stérilisation, vous voyez, il ne ressemble pas du tout au précédent, c'est pas du tout la même forme, mais on retrouve les indicateurs visuels sur la gauche, temps de passage, nombre de boîtes à faire dans chaque spécialité, et à droite, vous retrouvez les consignes et de la formation. Là, les pages plastifiées qu'on voit, ce sont de nouveaux matériels que les agents de stérilisation vont devoir stériliser, trier et remettre en boîte. Et donc là, c'était une occasion pour la cadre de former ces agents sur ces nouveaux équipements. Alors, il y a quand même un secteur où on s'autorise à être un petit peu plus directif, c'est dans les services de soins. C'est le tableau que Boris qui vous a présenté avant, est allé shipper à Grenoble et que nous, on essaie de mettre en place au maximum à l'AP. Ce tableau, il va nous permettre de mettre en place ce qui pourrait ressembler à un flux tiré lissé dans un système Toyota. Là, sur ce tableau, vous avez, au niveau des différentes lignes, vous avez toutes les chambres, avec le numéro de chambre, le prénom des patients, et le planning sur une semaine. Et tous les matins, personnel médical, médecin et équipe soignante vont se réunir tous autour de ce tableau et de se dire, OK, pour le petit Younis, là, qui est ici, chambre 214, notre objectif, c'est qu'il sorte le triangle rouge. Lui, il doit sortir mercredi. OK. Pour qu'il puisse sortir mercredi, qu'est-ce qu'il faut qu'on ait réussi à faire avant? Il faut qu'il ait eu sa consultation d'ORL. Il faut qu'il ait vu tel médecin. Pour tel autre patient, il faut qu'il ait vu il faut qu'il ait fait sa radio. Il faut qu'il ait eu sa consultation d'anesthésie, etc., etc. Ce tableau, il a plusieurs vertus pour faire travailler l'équipe. Premièrement, il apprend ou il réapprend à programmer. Pour respecter ses objectifs, qu'est-ce que je dois mettre avant? Et ça permet aussi de vérifier qu'on n'a pas prévu 2 rendez-vous en même temps, ou que les 2 rendez-vous, ils sont une demi-heure d'intervalle, mais ils sont à 2 endroits opposés de l'hôpital, donc on n'y arrivera jamais. Enfin, on a bien prévu d'appeler le brancardage avant, etc., etc. Deuxième point, il permet de partager l'information avec l'ensemble des soignants. Nous, on a tous rencontré des soignants qui se sont retrouvés dans une situation délicate avec un patient ou une famille, où ils n'étaient pas capables, ils n'étaient pas sûrs du discours qu'ils devaient tenir avec ce patient. À quel jour vous pensez que mon fils va sortir? Je ne sais pas trop, a priori, je crois que c'est plutôt mercredi, peut-être jeudi, enfin voilà. Là, avec cette réunion tous les matins, tout le monde s'est mis d'accord sur l'information, et la famille et les patients et leurs familles auront tous le même discours. Et le troisième point, qui pour nous est le plus important, c'est de révéler les problèmes. Personne n'a le droit de modifier ou de faire glisser un seul de ces triangles rouges sans qu'on ait fait une analyse de pourquoi on n'a pas réussi à respecter ce qu'on s'était dit au départ. Peut-être que ce n'était pas faisable, mais juste dans ce cas-là, on réapprend à programmer mieux, ou peut-être qu'il y a quelque chose, il y a un problème sur lequel on peut travailler pour que la prochaine fois on y arrive.
Donc voici un certain nombre de tableaux qu'on a mis en place. Juste quelques astuces pour y arriver quand vous mettez en place un stand-up. Juste voilà, quelques écueils auxquels on s'est confronté, et si vous pouvez éviter et gagner un peu de temps, c'est toujours utile. Souvent, vous donnez un indicateur patient, souvent on part sur le délai d'attente. C'est assez classique, combien de temps le patient a attendu, combien de temps il est resté dans le service, etc. Ne partez pas forcément de la moyenne. La moyenne, 1, ça a besoin d'être calculé, donc c'est pas évident. 2, ça peut masquer de très grandes disparités. Vous pouvez avoir des valeurs complètement extrêmes, et puis vous moyennez, et vous ne savez pas trop ce qu'il y a derrière. Nous, on travaille plutôt sur un taux de service. En coronarographie, le premier service, donc vous avez vu le témoignage au début, notre objectif était que 80% des patients aient leur objectif et leur examen en moins de 3 heures. Ça, c'est un taux de service. Deuxième point, quand on travaille sur la qualité, parfois, on va avoir envie de travailler sur les éléments indésirables, les presque accidents, les erreurs. Et je l'espère pour vous, ce sont plutôt des événements rares. Et dans ces cas-là, si vous le mesurez, puis alors que les gens, ils voient tous les jours 0, 0, 0, 0, 1. Ouais, non, enfin, on s'en fiche. On a eu 0 depuis 10 jours. Enfin, c'est bon, ça arrivait une fois, et puis demain, ce sera de nouveau 0. Si vous voulez travailler là-dessus, un truc qui marche pas mal, c'est de raisonner en on n'a pas eu d'événement depuis tant de temps. Le tableau que vous avez à gauche, c'est un tableau qu'on a mis en place dans une pharmacie, à Robert-Debré, où ils font la dispensation journalière individuelle nominative, donc ils préparent les petits bacs, où il y a tous les médicaments pour chaque patient. Et là, il y a un rôle clé, c'est que le préparateur ne soit pas trompé dans les médicaments qu'il a mis dans le bac, parce que le but, c'est qu'après, l'équipe de soins fait relativement confiance au travail de la PUI pour avoir bien préparé les bacs. Donc, ne pas avoir d'erreur sur ces bacs de jeans est fondamental. Donc, ils en contrôlent un certain nombre tous les jours. Et justement, ils mesuraient depuis combien de temps on n'a pas eu d'erreur dans les contrôles faits sur nos bacs de jeans. La veille du jour où on était venu, il venait justement d'avoir un problème après 23 jours sans aucune erreur détectée. Le jour où on est venu pour le stand-up assisté à ces petites réunions, les gens étaient motivés à bloc pour réatteindre ces 23 jours, voire même les dépasser. Donc, vraiment juste des petits trucs qui peuvent complètement changer la teneur de votre stand-up. Et je vous le disais tout à l'heure, pour la moyenne, utilisez plutôt des indicateurs qui sont calculables de tête. Pas d'ordinateur, pas de trucs compliqués, pas de moulinettes compliquées. Juste un truc qui parle à tout le monde tout de suite. Et autre chose, oui, c'est du boulot, donc oui, il faut être hyper proactif au départ. Les équipes vont pas forcément tout de suite voir l'intérêt, donc il faut y être tous les jours, il faut s'investir, il faut rappeler qu'on le fait, et si vous y allez, après les gens, ça va leur parler, ça va prendre. Mais au début, il faut y aller, et emmenez votre DG voir ce que vous faites dans le premier mois. Ça marche super bien aussi, pour que lui voit ce que vous faites, et pour que l'équipe se rende compte aussi de l'importance que ça. Alors bon, je vous ai pas mal parlé de stand-up, on parle de lean, alors quel sujet qu'on traite après, on parle de quoi? On parle de flux? Non, vous n'avez pas des consultants qui sont venus vous voir, vous ont dit on va faire un super chantier, faire des diagrammes spaghetti, on va optimiser les temps de passage, les flux, etc. Non. Non, on n'a pas envie de travailler là-dessus. Non, on veut investir sur les équipes, développer les gens, comme le disait tout à l'heure Boris. Et pour ça, pour motiver, pour entraîner les gens, on essaie toujours de ramener la formation dans les services, au cœur des services, au cœur des blocs opératoires, et pas seulement une journée de formation tous les 3 mois. Alors un outil qui marche bien, Boris avait de super exemples tout à l'heure de ces dojos. Nous, on essaie d'en mettre aussi en place à l'hôpital. La façon dont on le conçoit, c'est tous les jours, le cadre va avoir un entretien d'environ 20 minutes avec une IDE, un aide-soignant, etc. Et pendant cet entretien de 20 minutes, ils vont revoir ensemble un point clé, un axe qualité sur lequel ils veulent travailler ensemble. C'est à la fois l'occasion pour l'IDE, l'aide-soignant, de vérifier s'il a bien compris, si c'est toujours une habitude qui est prise. Et pour le cadre, c'est aussi un moyen de se rendre compte de ce qui se passe sur le terrain, quelles sont les difficultés rencontrées, et si ça ne marche pas, pourquoi. Alors ça, on peut le mettre en place sur des choses extrêmement simples. Par exemple, sur le lavage des mains. Il suffit d'avoir, on appelle ça des boîtes à coucou avec un jet fluorescent, et on vérifie que les soignants ont toujours en tête les 7 temps de lavage des mains, pour s'assurer que donc, on a toujours bien les mains qui sont complètement nettoyées. Dans un service de logistique, on peut le revoir tout simplement sur comment on fait, quelles sont les étapes pour soulever une charge lourde. Alors ça, ce sont des dojos extrêmement simples, mais on peut le travailler sur des sujets un peu plus complexes. Dans la pharmacie dont je vous parlais tout à l'heure, on est en train de mettre en place des dojos où on fournit des prescriptions aux préparateurs en pharmacie et on leur demande « Est-ce que là, vous voyez une erreur ?» On est dans un hôpital pédiatrique, souvent il y a pas mal de conversions à faire sur le poids de l'enfant qui est la dose à donner.
Eh bien, on essaie de les entraîner à détecter ces erreurs-là. Donc, quelques éléments que vous pouvez mettre en place. Benjamin, avant à Grenoble, l'avait même mis en place sur un sujet encore plus compliqué, sur comment bien gérer les personnes violentes à l'arrivée aux urgences. Et ça, on peut entraîner, parce que c'est aussi, avant tout, comment on fait, nous, soignants, pour ne pas nous mettre en danger dans notre attitude vis-à-vis des soignants. Et il avait tout simplement mis en place des petits ateliers de simulation où il entraînait les gens à bien réagir vis-à-vis d'une personne agressive. Alors, je suis passée très rapidement, mais je pense que vous l'aurez compris, notre message clé, c'est faire évoluer les états d'esprit, développer les gens, plutôt que les procédures. Alors, pour ça, nous, on a quelques éléments qui nous semblent hyper importants. Manager par objectif, pas par procédure. Vers où on veut aller, quelle est notre vision, et toujours en se concentrant sur le patient. C'est pour ça qu'on ne commence jamais par un outil. Les services qui viennent nous voir et nous disent « C'est super, je commence le Lean, je vais faire du 5S ». On leur répond « Pourquoi ? Quel est votre objectif patient derrière ? Qu'est-ce que vous vouliez améliorer ?» Alors nous, on ne commence pas à travailler sur les irritants. On préfère se concentrer sur les problèmes patients. On se donne un objectif précis de « Que veut-on améliorer pour les patients ?» On veut rendre nos services autonomes. De toute façon, on n'a pas le choix. On est 2 pour 100 000 personnes. Et avant tout, ça nous permet aussi de ne pas faire à la place des gens. Notre objectif, on est obligé de rendre les services autonomes, parce que de toute façon, on ne pourra pas tous les suivre. Et enfin, on alterne théorie et pratique. Vous l'avez vu, on va assez rapidement sur le terrain. On emmène les gens tout de suite à mettre en place les choses, même s'ils n'ont pas vu tous les concepts du Lean, c'est pas grave, on se lance. Alors, pour un cadre, qu'est-ce que ça veut dire ? Ils ont vraiment un rôle clé ici dans le déploiement d'une démarche de Lean. Pour nous, il doit passer d'une posture de manager plutôt à une posture de coach. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Comment j'explique ça, moi, un cadre, quand je le rencontre, pour expliquer ce qu'on attend de lui ? On essaie de leur expliquer leur rôle. Première chose, comme un entraîneur sportif. Un entraîneur sportif, pendant un match, un entraîneur de basket, pendant le match, il est où ? Il est sur le terrain, ouais. Il regarde ses joueurs jouer. Il les observe, il est au plus proche d'eux pour voir comment il peut les aider, quels conseils il peut leur donner pour améliorer encore leur jeu. Ça, c'est hyper important, on l'a dit, être sur le terrain. Deuxième point, comme un détective. Quand il y a un crime qui se produit, que fait la police ? Elle va tout de suite sur la scène de crime. Pourquoi ? Parce que les indices disparaissent extrêmement rapidement. Donc, si vous voulez comprendre pourquoi un problème s'est produit, allez tout de suite voir pourquoi il s'est produit, allez enquêter, allez recueillir les témoignages. Deuxième point, quand vous lancez une démarche avec une équipe, avec un cadre, allez sur le terrain avec le cadre. Vous apporterez un regard extérieur, vous pourrez lui montrer où sont les problèmes, le coacher. Et surtout, à chaque fois que vous le voyez, vous lui demandez « Que s'est-il passé aujourd'hui ?» Avec cette question-là, à force que vous la répétiez tous les jours, vous êtes sûr que votre cadre, il sera forcément allé sur le terrain ce jour-là, il sera forcément renseigné sur les problèmes qui se sont produits pour être capable de répondre à cette question. Et enfin, toujours parler technique, toujours parler aux gens de leur métier de soignant. Je ne leur parle pas d'outils, de 5S, de Jidoka, etc. Non. Là, je suis en train de démarrer avec une équipe en hématologie et ils ont des soucis sur comment je fais pour être sûr que je donne le bon repas aux bons patients, parce qu'il y a des vrais soucis de régime sans sucre, sans sel, etc. etc. Moi, c'est de ça dont je parle aux aides-soignantes. Je ne leur parle pas de tableau, de stand-up et tout. Je leur parle de comment on fait pour être sûr que ce plateau-là, il est bien sans sel. Comment je fais pour savoir que ce plateau-là, il est bien sans sucre. Bon, je vais conclure, parce que je crois que j'ai déjà un peu dépassé le temps qui m'était imparti. Dernière question, est-ce que ça marche ? Est-ce que c'est rapide ? Là à gauche, vous avez les délais d'attente pour les patients de coronarographie qu'on avait en mars 2016, donc avant le début de la démarche. Donc ce sont des patients qui venaient, on les était tous convoqués à 8 heures, à jeun de la veille au soir. Ils attendaient, pour les plus chanceux, les 10% premiers, 1 heure. Puis pour les plus malchanceux, ils pouvaient attendre 14 heures. Donc on a mis en place, on leur a proposé du lean management. En juillet, là vous avez les courbes. Vous voyez que la distribution s'est largement rapprochée de la gauche. On arrive à avoir beaucoup plus de patients dans les premières heures qui suivent. Et encore, en septembre, de nouveau, on arrive encore à décaler la courbe. La moyenne, elle est passée à peu près de 5 heures d'attente à 3 heures d'attente. Et tout ça, là, on a gagné pour le patient. Je pense que vous avez entendu les infirmières tout à l'heure. Elles ont l'impression de travailler mieux, pas forcément de travailler plus. Elles ne nous ont pas dit « c'est devenu horrible, on n'arrive pas à travailler dans ce service,
on ressort épuisé. Deuxième service sur lequel on l'a mis en place, la stérilisation. Ici, toujours pour parler un peu conditions de travail, le nombre de jours d'arrêt maladie par mois. Vous voyez, en janvier-février 2016, on était plutôt à 25-20 jours. En janvier-février 2017, on est autour de 15-10 jours. Je ne crois pas que la grippe ait été particulièrement peu présente cette année. Donc, je ne pense pas que ce soit un facteur comme ça qui est joué. Mais nous, on est convaincus qu'on a mis en place la démarche de lean management à peu près à l'été 2016. Et ça a permis en même temps de diminuer le temps de passage des boîtes. Les boîtes de stérilisation, avant, elles passaient en 26 heures. Maintenant, elles passent en 19 heures. Donc, je vous remercie. Je voudrais juste vous laisser peut-être 2 messages. Concentrons-nous sur le patient et investissez, développons tous nos agents. Merci.